Je poursuis la construction d'un émetteur AM. Aujourd'hui, je parcours avec vous le schéma électrique. Bidouilleurs, bidouilleuses, salut! Voici la deuxième vidéo de cette série sur la construction d'un émetteur AM de bonne performance, un émetteur syntonisable et stable en fréquence. Dans la première vidéo, j'ai énuméré quelques possibilités de circuits pour chaque bloc composant le projet. De ces possibilités de circuits, j'ai sélectionné les topologies qui rencontrent mes exigences. Aujourd'hui, je vais vous montrer le schéma de version 1 qui m'a servi à produire cette plaquette PCB. Je suis conscient qu'une vidéo de plus de 30 minutes dans laquelle je dissèque un schéma électronique, c'est assez statique et ça peut devenir ennuyant. Mais il faut tout de même que j'explique le circuit final d'une bonne manière. Alors, faites une pause ici si nécessaire, allez vous faire un bon espresso et revenez me voir. On y va? Débutons en mentionnant que j'ai saisi le schéma dans KiCad, logiciel de schéma et de conception de plaquettes, bien sûr, gratuit, et fonctionne sur à peu près toutes les plateformes. Alors, j'ai choisi d'utiliser une configuration hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y a dans le schéma différents niveaux. Il y en aura deux, tout simplement, cette fois-ci. Il y a un niveau supérieur où on trouvera les différents blocs du schéma qui sont reliés ensemble avec les signaux qui communiquent entre les blocs. Et chacun de ces blocs que vous voyez, ce sera une page de schéma. Donc, on appelle ça une schématisation hiérarchique. Ça aurait pu être une schématisation plate où j'aurais fait 5 pages de schéma avec des étiquettes globales qui vont d'une page à l'autre. Mais j'ai choisi d'expérimenter, c'est la première fois que je le fais avec KiCad, j'ai choisi d'expérimenter les schémas électriques hiérarchiques. Alors, les différents blocs que j'ai créés sont la section de génération de la porteuse, la section ici, limiteur audio, donc amplificateur et limiteur. Donc, si on a l'audio, on a la porteuse, on s'en va dans le bloc modulateur. Et au final, du bloc modulateur, on s'en va vers l'ampli de sortie, l'ampli RF, radiofréquence, qui va produire le 100 mW. Et j'ai aussi un petit bloc ici, un bloc d'alimentation, si vous voulez. Alors, commençons par le bloc de génération de la porteuse, parce que c'est un bloc qui utilise un synthétiseur, un SI5351A. J'ai déjà fait une série de vidéos sur le SI5351. Je pourrais fournir la référence dans la description de la vidéo. C'est la conception d'un petit synthétiseur HF à 3 sorties, c'est une petite plaquette qui utilise un Arduino Nano. Alors ça fonctionnait très très bien pour produire n'importe quelle fréquence, même avec une résolution de 1 Hz. Alors, produire un signal de 1 MHz, ça ne sera pas difficile avec ce que j'utilise dans ce petit boîtier, c'est-à-dire un SI5351A qui se vend à quelques dollars, la petite plaquette. Alors, la plaquette a 6 contacts et j'ai simplement mis un connecteur sur le PCB que je suis en train de designer. Et la plaquette commerciale, elle va souder directement sur ce PCB. J'ai aussi l'endroit pour y souder un Arduino Nano, version 3. J'ai pris l'habitude d'éliminer les broches qui ne sont pas utilisées. Donc, avant de souder l'Arduino, je coupe avec des pinces coupantes les broches pas utilisées, ce qui libère beaucoup d'espace sur le PCB pour passer des pistes. Alors voilà, ça c'est la connexion des 30 signaux pour un Arduino Nano. J'aurais mis une LED bien sûr pour indiquer lorsque le SI5351 est verrouillé. Entre l'Arduino Nano et le SI5351, il y a nécessité de convertir les niveaux logiques des signaux du port I2C, c'est-à-dire SCL et SDA, puisque l'Arduino Nano fonctionne à 5 volts et la plaquette SI5351A n'est tolérante qu'à des signaux de logique 3,3 volts. Donc, petite conversion bidirectionnelle en utilisant des MOSFET. J'ai pris des 2N7002, n'importe quel MOSFET moderne fait le boulot ici. Et
Et donc, on a une conversion des niveaux logiques et c'est bidirectionnel. C'est l'avantage d'utiliser des MOSFET plutôt que simplement des résistances qui fonctionneraient dans un sens, mais pas dans l'autre, puisque la ligne SDA, c'est bidirectionnel. La ligne SCL, elle est unidirectionnelle. J'aurais pu utiliser un diviseur résistif pour la ligne SCL, mais tant qu'à avoir un transistor dans un cas, mettons-le pour les deux lignes. Et j'ai l'habitude d'ajouter une résistance de 220 ohms au cas où il y aurait conflit de bus, au cas où les deux extrémités, l'Arduino Nano et le SI5351, au cas où ils se mettraient à parler ensemble, en même temps, donc des niveaux logiques qui pourraient se battre l'un avec l'autre. Je mets une petite résistance de assez faible valeur pour ne pas déranger le signal, mais assez forte pour protéger les deux unités. Alors ça, c'est la partie Arduino et génération. En sortie, je dois y mettre un filtre. Pourquoi un filtre passe-bas? Parce que le SI5351 produit une onde carrée en sortie. Il faut donc convertir ça pour bien faire et éviter de nous générer toutes sortes de signaux non désirés dans le modulateur. Il faut filtrer. Et ce filtre, c'est un filtre passe-bas de 7e ordre. J'ai trouvé cette conception de filtre déjà toute faite avec des valeurs calculées sur un autre émetteur AM duquel je me suis inspiré. Et j'ai ajusté les valeurs en fonction des valeurs que j'avais disponibles dans ma boîte de pièces. Et j'ai simulé, bien sûr, dans PSpice et le résultat était très bon. On a une coupure environ 1,8 MHz, donc juste au-dessus de la bande AM. Avec un 7e ordre, on va avoir une onde sinusoïdale sans difficulté, là, assez propre. Et j'ai mis une alimentation de 3,3 volts séparée qui va alimenter le SI5351, tout simplement. Et j'ai même mis une LED d'alimentation, bien que l'Arduino Nano possède une LED d'alimentation aussi. Donc, c'est optionnel de populer la LED sur le PCB. Alors, une alimentation séparée, tout simplement pour éviter de communiquer du bruit dans la partie numérique et la partie plus analogique. Et le 3,3 volts qu'on pourrait récupérer de la plaquette Arduino Nano, c'est pas assez costaud pour faire fonctionner le SI5351 de façon convenable. Le petit régulateur va surchauffer ou en tout cas va chauffer assez fort. Alors ça, c'est la partie génération de signal, la porteuse de AM. Maintenant, allons voir la partie audio, donc amplificateur et limiteur. C'est un étage inverseur, donc utilisant un ampli opérationnel, un étage d'amplification audio, inversion, couplé CA en entrée et en sortie, ce qui limite la réponse dans les fréquences très très graves. Alors, cet ampli opérationnel, son gain est fixe, mais la configuration entière offre un gain entre l'audio in, donc l'entrée et la sortie, d'environ 12. Lorsqu'on fait la simulation, on s'en rend compte. À première vue, on pourrait dire qu'il y a un gain qui est très élevé, puisque c'est une configuration inverseuse, on aurait 100K divisé par 560 ohms, mais en réalité, c'est pas ça. Il y a le transistor qui vient jouer, et je vous explique son fonctionnement tout de suite. Il y a un transistor JFET qui joue le rôle de résistance variable ici. Un transistor JFET, ça fonctionne, comme vous le savez, par appauvrissement, c'est-à-dire qu'il conduit lorsqu'il est mis tout seul sur la table. Et il faut le polariser pour diminuer sa conduction, l'inverse finalement d'un transistor bipolaire ou d'un MOSFET en enrichissement classique. Alors ici, JFET, au passage, toute cette configuration, je l'ai trouvée sur le web. Je me suis très largement inspiré du circuit que W3KKC a produit dans les années 80. C'est très fonctionnel. Je l'ai assemblé, je l'ai simulé. J'ai cependant changé la tension d'alimentation à 8 volts plutôt que 12 volts. Mais il fonctionne très très bien. J'utilise un ampli opérationnel différent. Vous allez voir ça dans quelques minutes. Alors, lui proposait d'utiliser un JFET. Lui, c'était un 2N3819. Moi, j'utilise un J310, qui est un transistor très commun, disponible en TO92 ou en montage en surface. Vous allez le trouver en TO92, petit boîtier de plastique noir,
à 3 pattes là, très facilement sur des sites de vente en ligne comme eBay ou autres. C'est vrai que les JFET, les transistors JFET, ne sont plus aussi communs que dans le passé et les MOSFET ont pris le dessus. Mais par contre, les JFET sont à appauvrissement. Et donc, le circuit fonctionnait bien tel quel et j'en avais. Donc, je l'ai assemblé, je l'ai monté, testé sur une plaquette sans soudure. Ça fonctionnait très, très bien. Alors, si je voulais utiliser un MOSFET, par exemple un MOSFET traditionnel là, à enrichissement, il faudrait reconcevoir toute cette partie d'ajustement du signal d'entrée. Alors, comme ça fonctionnait bien, j'ai décidé d'y aller avec un JFET. Alors oui, le fonctionnement de ce circuit, on a ici une résistance de 10 kΩ et une autre résistance de 10 kΩ qui va au niveau audio à la masse à travers ce condensateur. C'est donc un diviseur résistif entre les deux résistances de 10 kΩ, mais pas tout à fait. En parallèle, il y a le transistor J310 qui agit comme une résistance variable et qui va venir changer le rapport du diviseur résistif. Et donc, va venir changer, atténuer le signal d'entrée, si vous voulez. C'est donc un étage ampli opérationnel à gain fixe, mais avec une atténuation du signal d'entrée. Et cette atténuation va varier en fonction du signal en sortie. Alors, il va y avoir un moment donné où le redressement du signal audio, qui peut être envoyé au modulateur, mais si on le prend et on le redresse aussi, avec ces deux résistances, et on en fait bien sûr, on le filtre pour en transformer en une belle tension CC plate, bien, on pourra utiliser cette tension pour venir changer la polarisation du transistor et donc venir atténuer le signal d'entrée. Lorsqu'il atteint une tension excessive, bien, il va être atténué pour ne pas alimenter le modulateur de façon excessive, d'où la fonction de limiteur. Tel que configuré avec des résistances de 10 kΩ, le limiteur n'est pas un limiteur dur qui écrêterait là, le haut et le bas d'une onde sinusoïdale. C'est vraiment un limiteur graduel. Donc, je laisse un peu de marge pour suralimenter, si vous voulez, l'étage de modulation. Mais comme il y a un affichage, parce que oui, le deuxième ampli opérationnel du boîtier double, NE5532, il est disponible et j'ai décidé d'en faire, comme l'auteur d'origine, faire un indicateur de crête. Et donc, on peut pousser l'entrée audio jusqu'à un point, lorsque c'est bien ajusté, un point où la LED va clignoter sur les crêtes. Et à ce moment-là, ça nous indique de ne pas pousser l'audio plus fort. Donc, c'est pour ça que je ne voulais pas faire un écrêtage dur, parce que pour les oreilles, ça aurait été très, très dur. Ça aurait énormément distorsionné le signal. Et bien sûr, on ne veut pas dépasser le 100% de modulation, le fameux 100% de modulation en AM. Et donc, c'est une fonction de limite, mais relativement douce par opposition à un écrêtage pur et simple. Alors voilà, ça c'est le fonctionnement général du circuit. Comme je vous dis, je l'ai fait des simulations, je l'ai monté, je l'ai vérifié, ça fonctionnait très bien. Le gain est d'environ 12 entre ce point-ci et point-ci, donc avec un 100 mV RMS en entrée. Ça envoie plus d'1 volt RMS en sortie, ce qui est suffisant pour faire fonctionner le modulateur, qui est le prochain étage qu'on va regarder. Allons donc voir le bloc de modulation, le modulateur, qui reçoit l'audio du limiteur qu'on vient de voir, ampli limiteur, et la porteuse pour en faire un signal AM de sortie qu'on amplifiera ensuite. Donc, allons voir le modulateur. Alors, ce circuit modulateur a été largement inspiré d'un circuit déjà existant, un circuit que j'ai trouvé sur le site web techlib.com. Et c'est ce circuit qu'eux considèrent comme étant le circuit amélioré. Le voici. Moi, la partie qui m'intéressait, c'est uniquement la partie modulateur. Alors, c'est cette partie-ci au centre. La production de la porteuse, on l'a déjà. Ici, c'était trop simple, et ça n'utilisait qu'un quartz. Je voulais quelque chose, évidemment, de syntonisable, donc cette partie, je ne l'ai pas prise. Et la sortie, couplage antenne et tout, ça sera à voir ultérieurement. Donc, la partie modulateur, partie audio et porteuse, notez que son circuit fonctionne à 15 volts et qu'il est conçu pour sortir, lorsque poussé au max, une centaine de milliwatts directement.
Moi, je n'ai pas adopté cette option. J'ai abaissé à 8 volts l'alimentation du circuit et j'aurai un étage d'amplification de sortie par la suite. Évidemment, du fait que j'abaisse à 8 volts, ça devient beaucoup plus difficile de produire un 100 mW. J'ai moins d'amplitude disponible à la sortie. Et je vais utiliser des transistors 2N3904 plutôt que des 2N4401. Alors, reportons-nous à mon schéma. Le voici maintenant alimenté sur 8 volts, avec du filtrage bien sûr, local. Alors, cette configuration des deux transistors que vous voyez ici, c'est un ampli différentiel à deux transistors. Alors, vous pouvez chercher ampli différentiel avec des transistors bipolaires. Vous allez trouver le fonctionnement assez facilement. Mais essentiellement, on applique le signal, la porteuse, donc ici, en entrée du premier transistor. Et comme les émetteurs sont branchés ensemble, lorsque le courant augmente ici, donc si la tension monte ici, la tension ici va se soulever plus près du 8 volts. Et ce qui va causer, en sortie ici, un signal similaire, mais inversé. Et en plus, dans cette configuration, on a le courant ici qui va être contrôlé par le signal audio qui vient donc soulever et abaisser au niveau de la tension, on s'entend bien, l'émetteur. Et donc, va venir superposer, ou en tout cas mélanger, je vais prendre le bon terme, mélanger le signal modulant sur la porteuse. Et en sortie, on aura l'ensemble des deux. Il sera distorsionné puisqu'on opère vraiment dans ses limites, mais le filtrage et le couplage capacitif rectifie ou arrange tout ça comme il faut, corrige les aberrations qu'on pourrait voir ici en sortie. Alors, ce circuit fonctionne très très bien, vous allez le voir dans la prochaine vidéo. J'ai cherché beaucoup de circuits différents qui allaient me donner une bonne performance. Lorsque j'ai essayé celui-ci, dès le départ, j'ai vu que ça fonctionnait très bien. Je l'ai d'abord essayé, bien sûr, à 15 volts. Et ensuite, j'ai recalculé toutes les résistances de polarisation. Ben, recalculé, ouais, même à l'œil, hein, c'est pas trop difficile. J'ai fait des essais, des substitutions et je suis arrivé aux valeurs que vous voyez ici. Et le circuit fonctionne très bien tel quel. La seule ficelle qui n'est pas très bien attachée de ma part, ce sont ces deux condensateurs ici, entre la base et le collecteur. Je vous avoue ne pas tout à fait saisir le but. Je crois que c'est pour limiter le gain ou stabiliser les transistors à très haute fréquence, puisque ces transistors peuvent opérer beaucoup plus haut que 1 MHz. Et bon, pour éviter les oscillations, pour stabiliser le circuit, je crois que l'auteur à l'origine avait placé des condensateurs, celui-ci étant plus faible parce qu'il y a une charge capacitive en sortie, si vous voulez égaliser les deux, là, il avait mis des valeurs un peu différentes dans le circuit à l'origine. Mais je crois que c'est la raison. Mais même en simulation, je ne suis pas capable de voir l'impact de ces transistors, même avec les modèles réels des transistors 2N3904. Donc, c'est le seul point, je vous le dis candidement, là, où je ne suis vraiment pas certain. Je les ai mis dans le schéma. Ça fonctionne bien sur la plaquette. Il faudrait voir pour la suite, est-ce que je les laisse, est-ce que je les enlève, à suivre. Mais en tout cas, de façon générale, ce schéma fonctionne très bien pour la modulation. On est capable facilement d'atteindre 100%. Il y a bien sûr de l'atténuation à travers ce circuit un peu. Là. La sortie est plus de l'ordre du 0 dBm, donc 1 mW, alors qu'ici, on rentre au niveau de la porteuse un bon 5 mW. Donc, il y a un peu d'atténuation, mais le circuit fonctionne très très bien et il sera suivi d'un filtre, le même filtre passe-bas que je vous ai montré sur la sortie de la porteuse qui était un autre carré. Alors, j'ai décidé de mettre un autre filtre ici. Question là, de m'assurer que le signal est propre et qu'il n'y a pas d'harmonique, de signaux harmoniques et non harmoniques là, trop élevés en fréquence qui pourraient faire violer la fameuse règle là, du 20 décibels au maximum pour les signaux en dehors de la bande passante AM. Là, je me rappelle bien, c'était la spécification. Alors, les empreintes pour mettre le filtre sont là et je vais certainement le mettre. Je l'ai essayé, ça fonctionne bien. Alors voilà pour l'étage de modulation. Ne reste maintenant que l'ampli de puissance, 100 mW. On va tout de suite voir ça.
L'ampli de puissance, c'est la partie, je vous dirais, jusqu'à 100 milliwatts, là, une partie qui est relativement simple à faire. On pourrait croire que c'est la partie la plus complexe, mais l'utilisation des amplis intégrés, le MMIC, ampli radiofréquence, aide beaucoup la cause. Et c'est ce que je propose d'utiliser. J'ai trouvé le GVA 84, qui est un petit amplificateur avec un gain de plus de 20 décibels. Donc, facilement 1 milliwatt venant du modulateur sera amplifié à 100 milliwatts en sortie. Il peut amplifier un peu plus fort que 100 milliwatts, mais on ne le poussera pas trop fort. On est quand même près de sa limite supérieure. Si on ne veut pas trop distorsionner, ça va s'approcher de 100 milliwatts, il n'y a aucun doute. Mais il faudra juste s'assurer qu'on ne va pas trop haut. Dépasser 100 milliwatts, de toute façon, la loi ne le permet pas. Alors, j'y ai mis en entrée le potentiel pour y mettre un atténuateur. Si jamais, effectivement, le modulateur pousse trop fort, et donc on dépasse le 100 milliwatts, ben, je pourrais mettre un atténuateur ici, en pi, pour diminuer le signal en entrée de l'ampli. Petit oubli de ma part, normalement, cet amplificateur-là doit être couplé capacitif en entrée et en sortie pour ne pas que des tensions CC viennent perturber le fonctionnement de l'ampli. J'ai bien mis ça en sortie, mais je ne l'ai pas mis en entrée. Il y a effectivement un condensateur en sortie sur le modulateur AM. Par contre, si on popule, si on met l'atténuateur ici, il y aura un chemin pour la tension CC pour aller à la masse, ce qui n'est pas bon. Donc, la plaquette, j'ai déjà envoyé mon schéma et la conception de la plaquette en fabrication, et par la suite, je me suis rendu compte que j'avais oublié ce condensateur ici. Alors, je couperai la piste et j'ajouterai un petit condensateur de 10 nanofarad soudé sur la piste, un condensateur de montage en surface, bien sûr, et ça réglera le problème. Petit oubli de ma part, si j'en fais une version 2, bien sûr, ça sera corrigé sur la plaquette. Alors, ce genre d'ampli, dans le cas présent du GVA 84, nécessite 5 volts. Donc, c'est facile. On peut utiliser un 7805 régulateur linéaire, le filtrer bien sûr localement et envoyer la tension à travers une bobine d'arrêt. C'est la façon classique pour alimenter un ampli radiofréquence du type MMIC. C'est l'équivalent de ce qu'on fait avec un bias T, un T d'alimentation, un T de polarisation. Finalement, on envoie la tension CC ici, mais on ne permet pas à la radiofréquence de ressortir. Donc, ça joue le rôle de blocage, donc une impédance assez élevée. 1 millihenry, c'est très élevé, même à 1 MHz. Il n'y a pas de problème, on est dans les plus de 1000 ohms, je crois bien. Donc, il n'y aura pas de radiofréquence qui va traverser, ou si peu, et bien sûr, ce signal sera bloqué par le condensateur qui est juste ici. Alors, c'est la façon classique, on alimente sur la sortie de l'ampli. C'est une petite bête à 3 pattes. On le verra, montage en surface. Le reste de la plaquette, le gros là, du modulateur, limiteur, tout ça, j'ai tout fait ça en traversant. Mais cette partie-ci, je n'avais pas le choix d'utiliser une pièce de montage en surface. Alors, j'ai aussi, en sortie, mis un autre filtre 7e ordre, 1,8 MHz. Le même filtre, c'est optionnel. J'analyserai la forme du signal. Si je n'ai pas besoin, je mettrai 2 petits bouts de fil, tout simplement. Et si nécessaire, je mettrai les pièces. Alors, de la précaution, lorsqu'on fait une version 1 d'une plaquette, c'est mieux d'en mettre plus que pas assez. Et vous voyez ici, je me suis un peu brûlé là, en ne mettant pas le condensateur. Alors, avec le filtre, on joue sur, l'atténuation est plus faible, de toute façon, dans la bande passante AM. Ça nous aidera, si nécessaire, à nettoyer la sortie pour respecter les normes. J'ai mis, avant d'aller à l'antenne, j'ai ajouté 2 petites protections. Une première, c'est une résistance. J'ai mis 10 kΩ. J'aurais probablement pu mettre un 3, 4 kΩ, 5 kΩ. Ça n'a pas tellement d'importance. Le but de cette résistance, il faut qu'elle soit bien sûr assez élevée pour ne pas perturber le signal radiofréquence. Le but, c'est de décharger l'électricité statique qui pourrait s'accumuler avec le temps, dû au vent, la neige, et ainsi de suite. Ça arrive surtout en hiver et ici, au Canada. Ça peut arriver ailleurs, bien sûr. Les vents peuvent générer de l'électricité statique. Alors, c'est bon d'avoir un chemin pour décharger l'électricité statique avant que ça narque à quelque part ailleurs. Donc, petit chemin pour décharger. J'ai aussi mis une diode de protection TVS pour absorber des signaux transitoires. Par exemple, une foudre qui frapperait indirectement, tout près, pourrait produire une tension ici
de plusieurs centaines de volts, même voire de milliers de volts. Alors en mettant un TVS dont le seuil de conduction est assez élevé, bien, ça ne dérangera pas le signal radiofréquence, mais ça va absorber de l'énergie soudaine et très courte, de très courte durée, bien sûr, une décharge genre éclair. Alors, j'ai mis un emplacement. Cette partie-ci, il faut être très prudent parce que la plupart des TVS, surtout ceux traversant avec des longues broches, là, ont une capacité, donc une charge capacitive qui est beaucoup trop élevée. Ça va même dans les nanofarades. Alors là, ça dérangerait complètement le circuit ici. Alors, il faut choisir un TVS, premièrement bidirectionnel, parce que c'est un signal radiofréquence. Une simple diode ne ferait pas, ça viendrait perturber le signal, mais 2 diodes montées, bien sûr, dans un TVS qu'on appelle un TVS bidirectionnel, fera le boulot à condition que la charge capacitive de la pièce soit très faible. Il existe des TVS qui sont expressément conçus avec des capacités très, très faibles, de l'ordre de quelques picofarad et même moins. Bien sûr, pour des signaux micro-ondes, il en existe. Malheureusement, j'ai relâché la plaquette un peu vite et je me suis rendu compte que de ce genre de pièces pour les signaux radiofréquences traversants, il n'y en a pas beaucoup et s'il y en a, ils sont très chers. Donc, il y en a beaucoup plus en montage en surface et pour pas très cher non plus, moins d'$1. Donc, ici, c'est un petit peu en suspens. J'ai mis une empreinte, mais c'est une empreinte traversante et ça va être trop gros pour une pièce de montage en surface. En tout cas, l'idée ici, c'est de donner une protection additionnelle, donc c'est peut-être un autre point à résoudre éventuellement dans ma conception. Si je fais une plaquette version 2, il faudra que je commande un bon TVS approprié pour un signal radiofréquence, comme ceci. Alors maintenant, ne reste que le bloc d'alimentation, les régulateurs. Alors la partie alimentation est plutôt simple. On reçoit une alimentation externe sur un connecteur coaxial d'alimentation et n'importe où en haut de 10-11 volts jusqu'à, je crois que c'est 20 volts le maximum pour un des régulateurs. Mais disons, si on se tient dans le 12 à 16, 11 à 16, là, il n'y aura aucune difficulté. Et ce sera moins de 300 mA de nécessaire ici. Et si on va voir le bloc, ben, c'est assez simple. Hein? Il n'y a que 2 régulateurs. On alimente bien sûr le 78L08. L pourquoi? Parce que 100 mA, c'est bien suffisant comme courant pour alimenter le modulateur et le circuit limiteur alimentation audio. Donc, un petit régulateur à TO92, petit boîtier, fera bien l'affaire. Attention, j'ai fait une autre petite erreur sur la plaquette. Ça faisait longtemps que je n'avais pas utilisé un boîtier 78L, la version TO92. Vous savez que les régulateurs TO220, avec l'onglet qu'on monte sur un boîtier, les broches, c'est simple, hein, c'est entrée, masse, sortie. Eh bien, le TO92, lorsqu'on regarde le boîtier, c'est le contraire, c'est sortie, masse, entrée. Les broches sont inversées. Alors, c'est pas difficile à régler. On n'a qu'à installer le transistor tourné de 180 degrés dans ses trous et tout est correct. Mais officiellement, la sérigraphie n'est pas exacte. On monte la forme du boîtier sur la plaquette et ça doit être inversé par rapport à la sérigraphie. Donc, petite chose à corriger pour une version 2, bien sûr. En tout cas, c'est fait. Condensateur de stabilisation en sortie et en entrée, filtrage. Et pour le 5 volts, et là, on a besoin de 120 milliampères pour l'amplificateur radiofréquence, le MMIC. Donc, j'ai mis un 7805. Il sera monté debout sur la plaquette. Je mettrai un petit dissipateur de chaleur. Et lui, c'est vraiment entrée, masse, sortie. Je ne me ferai plus prendre avec celle-là. Pourtant, j'avais utilisé beaucoup dans le passé le 78L, la série basse bas courant. Alors, c'est un régulateur TO220 classique, encore une fois, condensateur de stabilisation. Et j'ai filtré, bien sûr, l'entrée qui arrive. J'ai mis un fusible de 1 demi-ampère. Ce sera suffisant pour protéger. On pourrait abaisser ça à 300 mA, ça serait bien correct. J'ai mis un micro-fusible, pico-fusible, traversant, bien sûr. Et un bon condensateur de 100 microfarad, 25 volts pour le filtrage grossier en entrée, venant du bloc d'alimentation. Alors, c'est ça le circuit.
juste pour ajouter un petit détail, j'ai mis une prise 3,5 mm sur la plaquette, donc un jack pour amener l'audio en entrée. Et je lui ai aussi mis sur la plaquette un connecteur SMA, petit connecteur radiofréquence. Bien sûr, on n'est pas obligé de le poser. On pourrait se mettre un petit bout de câble coaxial soudé sur la plaquette directement et aller à l'antenne directement. Ça fonctionnera très bien, là. Mais j'ai mis quand même une empreinte d'un connecteur SMA de 3,5 mm. Voilà. Au sujet de la protection aux décharges de l'ampli de sortie, il y a d'autres solutions possibles qui pourraient, conjointement ou alternativement, offrir une certaine protection sur la ligne radiofréquence, la ligne de sortie qui va à l'antenne. Par exemple, l'ajout d'une ampoule au néon, une fameuse petite ampoule là, qui s'allume rose, entre la ligne RF et la masse. Ça offrirait un chemin de conduction que seulement lorsque la tension développée dépasse les 60-70 volts, le seuil de conduction d'une ampoule au néon. On pourrait aussi ajouter une cartouche de décharge à gaz. En anglais, on dit les Gas Discharge Tubes, GDT. Ça produit un arc de décharge à l'intérieur à des tensions aussi basses que 70 volts. Dans les deux cas, la capacité parasite, donc la charge capacitive, est faible et donc ça ne perturberait pas vraiment l'impédance de sortie vers l'antenne. Comme je vous l'ai mentionné dans la première vidéo, il y a clairement plusieurs solutions possibles pour concevoir un émetteur AM. Je vous ai présenté les choix que moi j'ai faits. Peut-être auriez-vous choisi d'autres topologies, d'autres circuits que les miens. En autant que la solution finale fonctionne bien, c'est l'essentiel. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à nous informer de vos choix dans la description sous cette vidéo. Voilà pour cette deuxième vidéo. Dans la troisième de la série, je vais vous montrer de près la plaquette PCB assemblée et je vais la faire fonctionner et vous faire entendre le résultat. Oh, justement, voici un exemplaire de l'émetteur. Ça sonne comme de la AM, n'est-ce pas? Donc, demeurez à l'écoute de la chaîne Électrobidouilleur pour la suite. Merci de me suivre. Merci aussi de votre soutien. Et à la prochaine.